Cette émission a été réalisée par la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays. Hey, salut tout le monde, bienvenue à Info TCBH. Aujourd'hui, il fait fret en mouru. Excusez. Salut tout le monde, bienvenue à Info TCBH, votre émission d'actualité locale et régionale de la TCBH. J'espère que vous allez bien, j'espère qu'il ne fait pas trop fret chez vous ce matin, dépendamment de la journée que vous allez m'écouter. En ce moment, mercredi, le 5 février, il fait fret. Tout comme la semaine dernière au kit 3 pistoles. Donc, je tourne quand même cette émission-ci à la va-vite parce qu'on s'en va tourner Réflexion sur la vie en studio tout à l'heure. Et il fait froid. Peut-être que les gens ne savent pas trop où je me trouve. Je me trouve à Notre-Dame-des-Neiges. Il y a le sentier pas trop loin ici là, pour aller en motoneige et en 4 roues, je pense, surtout. Là. Puis il y a une traverse, là, il y a un petit pont pour traverser la rivière 3 pistoles. Donc, il y a un stationnement ici. Sans doute que la majorité d'entre vous sont déjà venus ici marcher dans les sentiers. C'est vraiment un beau petit coin. Souvent, il y a des petites mésanges qui viennent dans les arbres ici, puis je pense qu'ils sont assez approchables dans une certaine mesure. Bonjour! Bien entendu, encore une fois, je vous invite à aller visiter notre site internet tcbh.tv. Donc, allez le visiter. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous voulez consulter pas consulter, mais si vous voulez faire appel à nos services, sont là pour ça. Donc, encore une fois, je ne vous les dirai pas toutes, on en a quand même plusieurs, mais allez sur notre site internet, c'est là pour ça. C'est votre télé communautaire, je ne le dirai jamais assez. On est là pour vous autres, on est là pour couvrir votre actualité, vos événements. Donc, appelez-nous, écrivez-nous, on est là pour ça. Cette semaine, qu'est-ce qui nous attend dans l'actualité? On vous présente un reportage du 23 janvier, donc un peu en retard parce que ça n'avait pas encore été préparé. Mais Ghislain s'est déplacé le 23 janvier à l'Expo Sciences à l'école secondaire de 3 pistoles. Donc, il a pu filmer la présentation et également filmer quelques exposants, là, quelques jeunes secondaires qui faisaient leur exposition d'Expo Sciences. Le 1er février, grande marche pour Sauvons l'héritage à 3 pistoles. Donc, ça a été un grand rassemblement citoyen. Le 3 février, j'ai rencontré Émilie Villeneuve qui venait nous parler en studio de la sclérose en plaques. Et je vous en dirai pas plus parce que les questions que je lui pose, justement, je vous explique le contexte dans lequel, pourquoi elle nous parle du sujet, justement, là, c'est assez intéressant. Donc, si les gens connaissent pas le sujet de la sclérose en plaques, si vous connaissez ça aussi, c'est sûr que vous pouvez le regarder. Mais si vous connaissez pas le sujet de la sclérose en plaques, je vous dis, c'est super intéressant à s'en informer parce que tout le monde peut être touché par ça, tout le monde peut avoir un proche qui peut être touché par ça. Donc, reportage, entrevue très intéressante à écouter. Et le 4 février, je me suis rendu à Saint-Cyprien pour rencontrer Rosalie Roy, qui est au loisir à la municipalité de Saint-Cyprien, et Mme Lagacé, pour qu'elle nous parle de la pièce à venir à Saint-Cyprien, Mal de bloc. Donc, ce sera le 22 février. Donc, attelez-vous, allez voir cette pièce-là. Ça promet, c'est super intéressant. C'est la troupe à Euseb qui présente cette pièce-là à Saint-Cyprien. Donc, dans le reportage, toutes les informations sont là par rapport au prix, par rapport à l'heure, par rapport à la réservation et tout. Et Mme Lagacé nous parle un peu plus dans le reportage de la table d'harmonisation des aînés de la municipalité, donc pour nous parler d'abord des activités à venir et également de la mission de la table d'harmonisation. Donc, personnellement, je ne connaissais pas cette table-là, je ne savais pas quel type d'activité ils pouvaient faire. Donc, c'est super intéressant, ça sort les aînés de l'isolement d'ailleurs, et c'est vraiment des activités qu'ils leur proposent qui sont vraiment intéressantes. Donc, ne manquez pas ce reportage-là, super intéressant ce que Mme Lagacé et ce que Mme Rosalie Roy nous parle. Donc, sur ce, moi, je pense que je vais aller me mettre un petit peu au chaud avant de tourner ma prochaine séquence. Et moi, je vous souhaite un très bon visionnement. Puis nous, on se revoit à la pause publicitaire.
l'Expo Sciences 2020 de l'École secondaire de Trois-Pistoles. Nous sommes le 23 janvier. Voilà maintenant 5 mois que nos exposants et exposantes ont entrepris leur démarche scientifique. Cette démarche avait pour but de répondre à une question et de vous communiquer leurs résultats lors de cette rencontre scientifique. Ils sont environ 81 jeunes à avoir travaillé de nombreuses heures à la recherche et à l'élaboration de leur présentation dans le but de partager avec vous leurs connaissances. J'invite M. Olivier Benoît, membre de l'équipe de direction, à venir dire quelques mots. Bonsoir tout le monde et bienvenue. Ce soir, vous aurez l'occasion de visiter une quarantaine de kiosques, plus de 40 kiosques en fait, portant sur une multitude de sujets à caractère scientifique. Les élèves, qui sont pour la plupart en équipe de 2, vous donneront des explications sur un thème qu'ils ont eux-mêmes choisi en fonction de leur intérêt. Depuis plusieurs semaines, ils y ont investi beaucoup de temps, d'efforts et d'énergie. Ce projet permet de développer leur esprit scientifique, leur créativité, leur autonomie, leur curiosité, leur sens de la recherche et aussi leur capacité de communication, puisqu'ils auront à vous présenter le fruit de leur recherche. J'aimerais finalement souligner le beau travail et la contribution des enseignants en sciences, de M. Martin Villeneuve, technicien en laboratoire, bien sûr de nos juges. Merci beaucoup pour votre implication. Et surtout, j'aimerais souligner également le beau travail de nos élèves qui, vous allez le voir, se sont investis grandement dans ce projet. Merci à vous et bonne soirée. Merci, M. Benoît. Il est maintenant temps de vous présenter notre président d'honneur, ancien élève de notre école, M. Pierre-Alexandre Rioux. Ça fait toujours drôle de dire ça d'un ancien élève. Est présentement pharmacien-chef dans une pharmacie de Saint-Jean sur le Richelieu, après avoir exercé sa profession à la Colle et à Ville-Mercier et dans plusieurs autres villes du Québec comme pharmacien remplaçant. En 2007, et après ses études secondaires à notre école, il continua en sciences de la nature au cégep de Rivière-du-Loup. Ensuite, il fit son baccalauréat en pharmacie à l'Université Laval, ainsi qu'une spécialisation en gestion de pharmacie. Lors de son passage dans notre école, M. Rioux était très impliqué dans les activités étudiantes et sportives. D'ailleurs, il fut le président du conseil des élèves en 5e secondaire. Son implication se poursuit durant son séjour universitaire. Il a obtenu quelques bourses, dont pour sa contribution dans les comités étudiants, universitaires et professionnels. Il est particulièrement fier de sa bourse de Jean-Antonin Marquis, remise par l'Ordre des pharmaciens du Québec. Je demande à M. Pierre-Alexandre Rioux de venir nous dire quelques mots. Donc, chers élèves, parents et amis, chers enseignants et chers membres de la direction, bonsoir. Il me fait extrêmement plaisir d'être parmi vous ce soir en tant que président d'honneur de l'Expo Sciences 2020. Un peu avant le temps des fêtes, j'ai reçu un appel d'un numéro qui m'était inconnu. Je dois vous avouer que j'ai été pris par surprise lorsque j'ai entendu la voix de Martin Villeneuve sur mon répondeur. Je me suis demandé ce qu'il pouvait bien me vouloir. Après tout, ça faisait au moins 10 ans qu'on ne s'était pas parlé. Finalement, me voilà devant vous ce soir. Je suis honoré que le comité organisateur ait pensé à moi. C'est spécial pour moi de remettre les pieds dans mon école secondaire. C'est en 2007 que j'ai obtenu mon diplôme et je ne crois pas y être revenu depuis. J'ai vécu des moments forts dans cet établissement et nombre d'entre eux ont été déterminants pour me rendre où je suis maintenant. Lorsque j'ai accepté l'invitation du comité organisateur, on m'a demandé de vous parler de l'Expo Sciences. Qu'est-ce que cet événement peut bien représenter pour moi? L'Expo Sciences représente une occasion de développer plusieurs aptitudes, compétences et caractéristiques qui seront bénéfiques tout au long de votre cheminement scolaire et, à un certain niveau, vous seront bénéfiques pour votre futur emploi. C'est peut-être difficile pour vous d'imaginer que cela peut avoir un impact aussi important. Il y a quelques années, j'étais pourtant à votre place. Je me rappelle que c'était un événement stressant et angoissant. C'est une journée qui demande beaucoup de préparation. Au-delà de ça, l'Expo Sciences vous permet entre autres de développer votre esprit critique et d'analyse. Par exemple, je sais que vous avez effectué beaucoup de recherches. Votre esprit critique, vous l'avez mis en œuvre en validant la véracité de l'information recueillie. Votre capacité d'analyse vous a permis de sélectionner l'information la plus pertinente à votre travail. Ensuite, l'Expo Sciences, c'est aussi apprendre à planifier et s'organiser. Pour ce faire, vous avez écrit votre travail et vous vous êtes posé certaines questions. Comment gérer l'information que vous avez recueillie? Comment l'organiser de façon cohérente? Vous avez dû planifier plusieurs étapes comme le montage de votre kiosque,
votre présentation ainsi que votre temps de présentation. Finalement, vous aurez à mettre de l'avant votre entre-gens et vos attitudes en communication pour présenter le sujet que vous avez choisi. Vous devrez vulgariser l'information que vous aurez recueillie pour que nous puissions bien comprendre votre sujet s'il ne nous est pas familier. Voilà donc une partie des qualités et des attitudes qui sont mises de l'avant dans le cadre de cet événement. En terminant, le sujet que vous choisissez de présenter aujourd'hui ne définit pas votre carrière ou votre profession. Après tout, j'ai présenté sur les tornades et je ne suis pas devenu météorologue. J'ai aussi participé au concours visant la fabrication de bolides autonomes et je ne suis pas devenu ingénieur. L'acupuncture était aussi un autre de mes sujets, mais je ne suis pas acupuncteur. Donc, profitez de ce moment pour avoir du plaisir à présenter le sujet qui vous intéresse actuellement. J'ai hâte de vous entendre et de pouvoir échanger avec vous. Merci et bonne exposition 2020. Je profite de la présence de M. Rioux pour régler un petit problème. Il arrive à l'occasion que des élèves oublient ou laissent traîner volontairement des objets dans notre école. Il vient de parler qu'il a fait une petite activité qu'on appelait défi génie inventif, un petit véhicule autonome. Est-ce qu'il se rappelle du nom qu'il a donné à son petit véhicule autonome? Moi, j'ai cru voir dans nos archives qu'il s'appelait le gorille. C'est ça? Ça se peut? Pire que ça. Mettre en évidence la fête. Donc, je suis très content de remettre le véhicule à Pierre-Alexandre qu'il a fait quand il était au secondaire. Martin l'a gardé précieusement. Donc, on va avoir un autre cadeau un peu mieux que ça pour notre président d'honneur. Plus tard, faites-vous en pas. Mais je suis très content de te le remettre. On peut-tu le voir? C'est Martin. Martin, regardez ça. Évidemment, l'expo-science ne serait pas possible sans l'implication de nombreux collaborateurs dans notre école. Merci à eux. Merci aussi à vous tous d'être présents afin de venir partager avec vos enfants leur curiosité ainsi que leur fruit de leur long travail. Finalement, nous aimerions remercier des acteurs importants dans la réussite de ce projet. Les juges, ils sont 57 de tous les tours d'horizon scientifiques qui ont bien voulu donner leur temps pour venir écouter nos élèves et partager avec eux leurs connaissances et leur passion du monde scientifique. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée. De la nourriture du futur. Depuis plusieurs années, il y a des millions de personnes qui se sont converties à un régime dit végétarien, pour plusieurs raisons, mais les deux principales étant le fait que les animaux d'élevage, ils ont beaucoup de maltraitance dans les abattoirs et dans les fermes aussi, et en plus, l'agriculture moderne a un impact environnemental assez élevé. Mais le défaut de cette alimentation, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que ça n'apporte pas assez de protéines à notre organisme. Alors, moi et mon collègue ici, après plusieurs recherches, on s'est penché sur la question et on est venu à la conclusion que manger des insectes, c'est-à-dire l'entomophagie, sera la nourriture de demain. On va vous expliquer pourquoi. Premièrement, à cause que c'est une agriculture qui est très éco-responsable. Deuxièmement, c'est excellent pour la santé. Et troisièmement, ça serait une excellente solution pour essayer de faire baisser le taux de malnutrition sur la planète. Beaucoup pensent que manger des insectes est une mode récente. Par contre, les Grecs, en
consommait 1000 ans avant Jésus-Christ. Les premiers arrivants sur nos terres, les Amérindiens, les Autochtones, mangeaient plus de 100 espèces d'insectes différentes. Aujourd'hui, les insectes sont consommés par près de 2 milliards d'êtres humains autour du globe, surtout les populations d'Asie et d'Afrique. Les insectes sont aussi servis dans beaucoup de restaurants européens qui offrent sur leur menu comme aliments de luxe. On estime qu'il y a plus de 1400 espèces d'insectes comestibles. À travers le monde, nous sommes presque le seul peuple qui n'a presque jamais goûté aux insectes. On peut en consommer sous forme de craquelin, de farine, de beurre protéiné, de pâtes alimentaires, de poudre à smoothie et il y a même une entreprise québécoise qui a mis au point une bière à base de grillons. J'espère que nous allons bientôt populariser la consommation d'insectes en Amérique du Nord comme partout dans le monde. Comme j'ai dit durant notre introduction, une des plus grandes qualités de l'entomophagie est son respect pour l'environnement. Premièrement, on est dans une ère vraiment critique pour notre planète. C'est le moment de faire des actions concrètes, changer nos habitudes de vie pour essayer de rétablir un peu l'équilibre de notre biomasse. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais selon l'ONU, l'agriculture représente plus de 18 % des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire 1/5 des gaz à effet de serre sont produits par l'agriculture moderne. La première raison est surtout le fait que le fumier dégage beaucoup de méthane, autrement dit du CH4. Ça, c'est un gaz qui est 22 fois plus polluant que le CO2. De plus, l'agriculture est extrêmement énergivore. 1 kg de bœuf nécessite 15 000 litres d'eau. Mais il faut faire attention avec cette statistique-là, parce que dans les 15 000 litres d'eau, ils prennent en compte l'eau de pluie qui tombe, autrement dit l'eau verte. Alors en réalité, c'est moins l'eau du robinet, entre guillemets, représente moins de 5 % de l'eau utilisée. Les insectes, quant à eux, utilisent seulement 10 litres d'eau pour 1 kg de grillon et produisent 10 fois moins de gaz à effet de serre durant toute la culture. On peut même créer un véritable cycle de vie avec les insectes. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on peut leur donner à manger nos restes de table qui, eux, produiraient du méthane une fois rendus au dépotoir. Alors, on nourrit les insectes avec nos restes de table qui, eux, nous, on se nourrit d'eux après. Alors, on peut voir qu'il y a un beau cycle de vie à entreprendre. Les insectes demandent beaucoup moins de ressources naturelles que l'élevage bovine. Par exemple, pour produire 1 kg de viande bovine, il faut 10 kg de céréales, contre seulement 1,7 kg de céréales pour produire 1 kg de criquet. En conséquence, les élevages industriels ont besoin d'énormément d'espace pour produire leurs céréales qui nourrissent le bétail. Malheureusement, pour avoir toujours plus de terres fertiles, des grandes forêts sont coupées à blanc et même des fois brûlées, car la cendre des forêts brûlées est un excellent engrais. La production d'insectes a besoin de 13 fois moins de surface agricole que l'exploitation du bœuf. Un autre avantage de l'entomophagie est que ça serait une solution excellente pour contrer la malnutrition sur la planète. En ce moment, il y a malheureusement plus de 821 millions de personnes qui souffrent de malnutrition. Cette catastrophe sévit surtout au Yémen et en Afrique subsaharienne. La principale raison est les sécheresses qui touchent leur récolte. Et les sécheresses, ça a toujours eu lieu, mais depuis plusieurs années, sont vraiment accentuées à cause des changements climatiques, le réchauffement de la Terre et tout. Et en plus, ce qui est triste, c'est que ces populations-là sont souvent très défavorisées, fait qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires pour avoir plein de machines pour irriguer l'eau vers leur champ. Donc, manger des insectes sera la solution idéale pour ces peuples-là, parce que ça demande très peu d'infrastructures, donc peu d'argent. Et en plus, c'est une ressource qu'ils trouvent à portée de main proche de chez eux. Il y en a en quantité abondante dans leur territoire. Maintenant, je vais vous parler des valeurs nutritives. Savez-vous que la viande est la protéine la plus consommée dans le monde?
savez-vous qu'est-ce qu'une protéine? En gros, une protéine est l'une des 3 familles de macronutriments indispensables à la vie. Les protéines sont composées principalement de protéogènes, communément appelés acides aminés. Ici, on a de la poudre de grillon. La poudre de grillon a une très bonne valeur nutritive, car elle contient 2 fois plus de protéines que le bœuf, 7 fois plus de vitamine B12 que le saumon, 2 fois plus de calcium que le lait, 3 fois plus de potassium que les bananes et 2 fois plus de fer que les épinards. En conclusion, c'est pour toutes ces raisons qu'on croit que l'entomophagie sera la nourriture du futur. Le seul problème qui, pour nous, met les freins un peu à cette alimentation, c'est le facteur un peu dégoûtant, entre guillemets, que les gens peuvent avoir vis-à-vis cette alimentation. Mais pour moi, une fois que cette barrière mentale va être brisée, l'entomophagie va vraiment devenir populaire dans toutes les régions du globe et on l'espère beaucoup. De nos vies depuis toujours. Qu'elles soient seulement désagréables ou au pire mortelles, elles rendent nos vies plus difficiles, chacune à leur niveau et à leur façon. On en connaît beaucoup, soit la grippe, le cancer ou le rhume, mais il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas beaucoup et on voulait nourrir notre curiosité à ce niveau. Nous avons trouvé une maladie que nous n'avons pas entendu parler, l'encéphalite. Nous avons supposé qu'elle attaque l'encéphale, qui est composé du cerveau, du cervelet et du tronc cérébral. Nous demandons si les personnes souffrant de cette maladie peuvent retrouver le bon traitement à temps. Nous allons présenter quelques types de cette maladie, les causes, les symptômes et les traitements possibles. L'encéphalite est une inflammation du cerveau qui surgit quand un virus l'infecte ou quand une bactérie, un vaccin ou autre cause provoque cette inflammation. La moelle épinière peut être aussi atteinte avec conséquence un trouble nommé l'encéphalomyélite. Il y a plusieurs types de cette maladie-là. Premièrement, il y a l'encéphalite épidémique, dont la fréquente est occasionnée par soit un entérovirus ou un arbovirus. Les hommes sont couramment touchés par ceci à cause d'un piqûre d'arthropodes, souvent des moustiques, des tiques ou des puces, qui ont attrapé ce virus en piquant des humains ou des animaux atteints de cette maladie. Les maladies se manifestent le plus souvent durant la saison chaude, car les moustiques se piquent fréquemment durant celle-ci. La bonne nouvelle est ce n'est pas transmissible entre les humains. Voici quelques exemples de types qui touchent principalement les États-Unis et sont causés par des moustiques. Premièrement, il y a l'encéphalite de la croste. Les victimes sont surtout des enfants et sont en contact avec ce virus, qui est généralement présent dans le Midwest et rarement mortel, avec une statistique de moins d'1% de décès. Il existe également l'encéphalite équine de l'Est, qui est principalement vue dans l'Est des États-Unis. Les adultes âgés de plus de 55 ans et les jeunes enfants sont touchés. Ceux-ci de moins d'1 an peuvent avoir des lésions cérébrales ou nerveuses permanentes. Plus de la moitié des infectés meurent. Ensuite, il y a l'encéphalite sporadique. Le virus herpès simplex de type 1 en est souvent la cause. Il est le déclencheur d'environ le tiers des cas d'encéphalite et les personnes les plus touchées sont âgées de 20 à 40 ans. Elle peut apparaître à tout moment et tuer ses victimes si on ne la traite pas. Dans les pays en développement, la source la plus fréquente est la rage. Il y a aussi une encéphalite liée au VIH qui est causée par une infection cérébrale à évolution lente produite par ce virus.
La réactivation d'un virus que vous avez déjà eu peut également inciter l'arrivée d'une encéphalite. Le cerveau peut être sévèrement abîmé et l'infection peut se reproduire longtemps après son départ. Il peut être difficile de déchiffrer et de dépendre la cause de l'inflammation. Il y en a qui peuvent survenir avancée de l'encéphalite, tels que les symptômes digestifs, comme par exemple des diarrhées, des douleurs abdominales et des douleurs abdominales. On peut les mystifier pour des signes de rhume ou de grippe, car on peut aussi avoir un mal de gorge, une augmentation du volume, des ganglions ou une rhinorrhée, qui est un écoulement du nez. Ceux de l'encéphalite causés par les virus hypersimplex sont au début des migraines ou de la fièvre. Les individus ont aussi des convulsions, des flashbacks, des émotions intenses lorsque la maladie gagne du terrain. Les victimes sont atteintes de confusion, des troubles de diction et de mémoire. Les crises convulsives arrivent plus souvent et mènent au coma. L'encéphalite associée au VIH, quant à elle, peuvent apporter des changements progressifs de la personnalité, des troubles de coordination et de la démence. Les symptômes les plus ressentis sont une démarche chancelante, des courbatures dans les muscles ou les articulations, la fatigue et somnolence. Ils sont sensibles à la lumière et ont une rigidité dans le cou. Si l'encéphalite devient plus sérieuse et que les victimes n'ont pas de soins, ils peuvent être agités, souffrir d'hallucinations, peuvent aussi avoir une perte de conscience, de sensations ou être paralysés dans certaines zones du visage ou du corps. Avoir une faiblesse au niveau des muscles ou une vision trouble. Si un jeune enfant est atteint de cette maladie, il se peut qu'il ait des nausées et vomissements, qu'il pleure incessamment, qu'il soit irritable, que son corps soit rigide et que ses fontanelles soient creuses. Cependant, si la moelle épinière est également affectée, cela peut amener à des troubles de sensation et une impuissance musculaire à certaines parties du corps, tout dépendant aux zones de la moelle épinière frappée. Si l'infection s'aggrave, on peut constater la perte de la sensibilité et du pouvoir sur la vessie et les intestins. Pour ce qui est du diagnostic, les spécialistes font généralement une IRM, qui est imagerie par résonance magnétique. Si ce n'est pas possible, ils font une tomodensitométrie. Ils prennent l'analyse du LCR, qui est un liquide céphalo-rachidien, et de sang, et mesurent l'activité cérébrale. Même si les bilans sont complets, il est rare de trouver la cause de l'encéphalite. La récupération d'une encéphalite sur le site de l'encéphalite virale peut nécessiter un temps très long. Mais la gravité des épidémies dues au même virus arrive d'une année à l'autre. Des déficits neurologiques sont fréquents chez les patients qui survivent après une infection sévère. Le traitement de support comprend celui de la fièvre, la déshydratation, des troubles électrolytiques et des convulsions. Pour tous les types d'encéphalite, il faut une combinaison de médicaments afin d'empêcher les convulsions, de l'alimentation intraveineuse et un respirateur artificiel si besoin. Selon l'agent infectieux qui a causé l'inflammation, les médicaments que les patients ont besoin peuvent être des antiviraux, antibiotiques ou antiparasitaires. Ils doivent aussi faire de la rééducation pendant des mois pour avoir la même fluidité de mouvement qu'avant d'être malade ou pour réapprendre à parler selon les cas. Et pour conclure, il existe plusieurs types d'encéphalite, tout avec leurs propres causes, leurs symptômes et les traitements. Il faut être à l'affût car au début, les symptômes peuvent passer inaperçus car on peut croire qu'il annonce un grippe ou un rhume et non une inflammation du cerveau. Il est encore difficile de diagnostiquer cette maladie. Les spécialistes peuvent croire que le
patient souffre d'une maladie mentale, alors il leur prescrit un médicament pour celle-ci. Il faut donc rester renseigné et bien surveiller les symptômes qu'on peut vivre. Notre hypothèse était donc verdict. C'est l'encéphalite qui est touché. L'encéphale qui est touché. Et pour répondre à notre question, oui, les patients ont un traitement lié à la cause de l'inflammation, mais ils sont diagnostiqués tard, alors ils recevront les traitements tard également. Cependant, nous nous posons une autre question. Quelles sont les autres maladies méconnues ou inconnues de la société et les personnes atteintes pourront-ils un jour avoir un bon diagnostic? On est maintenant rendu à la pause publicitaire. J'espère que vous avez aimé les premiers reportages qu'on vous a présentés. Donc, on s'en va prendre une courte pause publicitaire et on revient avec la suite de l'émission. Léa, la consommation a pris trop de place dans ta vie. Consommer du cannabis, ça peut venir avec de mauvaises surprises, comme développer une dépendance. Alex, je pense que tu fais une crise d'anxiété à cause du pot. Respire. Consommer du cannabis, ça peut venir avec de mauvaises surprises, comme vivre un épisode d'anxiété aiguë. It's important to stay active. Voyons voir la bonne scène. Il est important de se fixer des objectifs. Excellent! Je vis et je travaille en français. Un message d'Impératif français. Simon, t'as ingéré trop de cannabis. T'as fait une intoxication. Ingérer du cannabis, ça peut venir avec de mauvaises surprises, comme s'intoxiquer. On entend dans les médias nationaux que des centres de tri fermeront leurs portes au Québec. Tous les centres de tri du Québec composent avec des difficultés, des revenus qui baissent, des coûts qui augmentent, mais aucun centre de tri qui dessert la région du Bas-Saint-Laurent ne fait partie de la liste des centres qui pourraient fermer prochainement. Nos centres s'en sortent très bien. Au Bas-Saint-Laurent, les matières sont presque entièrement écoulées grâce à des ententes avec des partenaires d'affaires. Dans certains cas, comme la filière du plastique, on connaît, oui, certainement quelques difficultés, mais l'industrie travaille à des solutions à moyen long terme. Malgré ces difficultés, les centres de tri du Québec reconditionnent 82% de ces matières qu'ils reçoivent. Et 55% de ces matières-là sont valorisées par des entreprises québécoises. Par ailleurs, encore 30% des matières recyclables sont jetées aux poubelles par les Québécois, donc collectivement, il y a encore de la place à l'amélioration. Ne pas recycler, François, ça veut dire toujours plus de cellules au dépotoir à construire. Ça coûte de plus en plus cher faire un geste comme ça et ça ne protège pas notre planète. La volonté chez beaucoup de gens de recycler de plus en plus provoque de bonnes choses. Par exemple, la consigne du verre va bientôt être appliquée à toutes sortes de contenants. Donc, il y a des choses qui avancent. Alors, ça avance. Continuez à mettre au maximum vos matières recyclables dans votre bac bleu. C'est la chose à faire. Si vous avez un doute à savoir si une matière doit ou ne doit pas aller au bac bleu, eh bien, vous pouvez aller sur le site de Coeco, coeco.org, ou nous appeler. Ça nous fait tellement plaisir de vous aider. N'hésitez pas à communiquer avec nous. On ne lâche pas chez Coeco. On ne lâchera pas. Elle a plein de métiers en elle.
aidez-la à découvrir tout ce qu'elle peut devenir. qu'on attend des réponses positives. Et je pense qu'on est ici aujourd'hui pour démontrer qu'on ne prendra rien d'autre que des réponses positives. Nous, on a l'impression que le gouvernement du Québec essaie de parler des deux côtés de la bouche en même temps et ça commence à paraître. Le développement régional, c'est pas juste dire aux gens « venez quêter des affaires pour avoir des petits bonbons ». Le développement régional, c'est des stratégies. Le développement régional, c'est de la cohérence, c'est de la planification. C'est de ne pas laisser tomber les milieux de vie, pas laisser tomber nos communautés. Dans l'Est du Québec, on le sait, on fait souvent les frais des changements de gouvernement et de leur absence de vision stratégique. Ouais! On n'est pas juste des communautés mourantes, comme ce qu'on disait de nous l'année passée, et on va certainement pas accepter de perdre des leviers socio-économiques majeurs qui vont nous permettre d'avoir un avenir chez nous. Moi, je voudrais bien ça savoir, monsieur, où sont les maires des villages de la MRC des Basques. On paye pour eux autres. Il me semble qu'ils sont supposés nous défendre. Présentement, je ne vois personne. On est invisible. Ils bloquent les régions. On devrait bloquer la 132. On nous demande d'être patient et d'attendre. On en a assez d'attendre. C'est la vie de 26 familles qui est en jeu. Plus toutes les autres. C'est eux aussi qui sont pris en otage. Et puis, c'est jamais beau. On va prendre quelqu'un en otage. Puis c'est pas vrai que je vais développer le syndrome de Stockholm avec la CAQ. Moi, je vous parle aujourd'hui pas juste en tant que citoyenne, je vous parle en tant qu'entrepreneur. On a besoin de notre bateau. Mais moi, ce que je trouve aberrant là-dedans, c'est que le gouvernement il a investi dans le domaine touristique. Il envoie des argents pour nous aider à évoluer, se développer en tant qu'entreprise, puis de pouvoir grossir et accueillir des gens, des touristes. Ils arrivent pas juste par la 132, les touristes. Ils passent pas tout en allant de la fromagerie basque. Ils arrivent beaucoup par le ticket qu'il y a là. Ouais! À quelque part, là, il faut qu'ils mettent le culotte puis qu'on avance dans le bon sens. On est ici, nous autres, on est une petite municipalité. Puis regardez comment on est à l'unisson aujourd'hui.
les gens dans les commerces, aux galeries, au IGE, à la pharmacie, qui nous voient arriver 5-6 000 fois par semaine à nous amener là, des tracts, des macarons, des affiches, et puis qui prennent le temps d'en parler aux clients, aux clientes. On est une petite gang au comité, mais on est une grosse gang dans cette communauté, puis ça paraît. Salut tout le monde, c'est Marc-André pour TCBH. Aujourd'hui, aux grandes entrevues de la télé communautaire, je reçois une étudiante en éducation spécialisée du Cégep de Rimouski, Émilie Villeneuve. Salut Émilie. Allô? Ça va bien? Ben oui, toi aussi? Ben oui. Aujourd'hui, je te reçois parce que tu as un sujet assez particulier à traiter. Je t'avais rencontré puis je t'avais demandé de m'en parler un peu plus parce que je pense que c'est pas tous les gens qui sont au courant de ce sujet-là, la sclérose en plaques. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? En fait, la sclérose en plaques, c'est un déficit neurologique. Donc, ça se situe vraiment au niveau du cerveau puis du système nerveux central, donc la moelle épinière puis tout ça. C'est une maladie auto-immune, donc c'est ça, ça s'attaque à la personne en soi, au système immunitaire de la personne. La sclérose en plaques, c'est en fait comme des plaques de myéline qui se font dans le cerveau. La myéline, c'est la couche qui recouvre le système, l'influx nerveux dans le cerveau, finalement, dans les neurones. Puis c'est ça qui endommage, en fait, les neurones, ce qui fait en sorte que ça cause des lésions sur tout le corps. OK. Des lésions de quel genre? Ça peut varier, en fait, tout dépendant la plaque, elle se situe où dans le cerveau. Fait que des fois, ça peut être autant là, dans les membres inférieurs, les membres supérieurs. Puis, tu sais, des fois, ça peut être une paralysie partielle. Des fois, c'est juste des tremblements. Ça peut être des migraines. Ça peut être des petits symptômes comme ça. Bien, des petits relatifs, là, des symptômes comme ça. Là. OK. Est-ce que c'est une maladie dégénérative? Oui. OK. Puis, il n'y a pas de traitement qui arrête la sclérose en plaques. C'est vraiment... il y a des traitements qui ralentissent la sclérose en plaques, mais jamais elle va être guérie, en fait. Fait que, des fois, on voit des personnes en chaise roulante ou avec une canne. Bien, si on a la sclérose en plaques, c'est que ça l'a dégénéré avec les années. OK, OK. Pour les gens, pour vous mettre en contexte, j'ai vu Émilie sur sa page Facebook pour son anniversaire. Elle avait fait une campagne de financement pour la Société canadienne de la sclérose en plaques, c'est bien ça, pour amasser de l'argent pour la société, justement. Peux-tu nous en parler un peu là, de cette campagne de financement-là? Oui, bien, en fait, moi, j'ai vu ça passer sur Facebook, puis justement, comme j'étudie en éducation spécialisée, bien, tu sais, dans mon cours, on nous dit, tu sais, c'est important d'aider la communauté, c'est important d'aider les gens. Puis de là m'est partie l'idée de faire une campagne pour la sclérose en plaques parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Fait que c'est ça, fait que, en fait, la Société canadienne de la sclérose en plaques, ce qu'ils font, c'est qu'ils ramassent des dons pour éventuellement trouver un traitement qui pourrait comme stopper la maladie complètement. Là. Puis pour accompagner les personnes, accompagner les familles qui ne savent pas c'est quoi la sclérose en plaques, finalement. OK, ils font de la recherche, là. Oui, exactement. OK. Puis toi, personnellement, est-ce que tu connais des gens qui sont touchés par ça? Oui. En fait, j'ai une tante éloignée qui a la sclérose en plaques. Ma mère a eu un diagnostic de sclérose en plaques, mais finalement, c'était comme un faux diagnostic. Fait qu'on a quand même vécu avec la maladie présente dans la famille pendant comme 6 ans. OK. Quand même, 6 ans, puis ça s'est avéré ne Ouais. pas être ça. Ça affecte la famille, j'imagine. Ça Ben oui, affecte c'est ça. les liens aussi là, Complètement. qui sont tissés. Là. Puis on était petite quand maman a reçu le diagnostic aussi. Là, fait que, tu sais, nous, c'est d'essayer de comprendre comment ça se passe sur sa vie, sur son mental, sur son physique. Fait que, tu sais, en grandissant là-dedans, bien, on apprend des choses, puis ça nous pousse à faire des recherches aussi personnellement, puis s'intéresser plus à ce sujet-là là, pour en comprendre davantage. OK. Puis sans indiscrétion, combien que tu as ramassé pour la Société canadienne? Je pense que je m'étais mis un objectif de 150 $. Je pense que j'ai ramassé 200. Quand même. Si je me trompe pas, ouais.
avec les petits dons ici et là, Oui, là des gens exactement. sur Internet. Exactement. C'est quand même bien. Hein? C'est un beau cadeau de fête. Ben oui, c'est ça. Plutôt que de recevoir, tu as Non, décidé c'est de ça. donner. Oui, exactement. C'est un beau message, ça. Exactement, oui. Ça, c'est la technique qui m'a fait réaliser tout ça, là, que c'est important de donner à ceux qui en ont plus besoin, finalement. Là, OK. Et qu'est-ce qui cause ça, la sclérose en plaques? En fait, c'est vraiment d'origine mystérieuse. On ne sait pas qu'est-ce qui cause la sclérose en plaques. C'est sûr qu'il y a certains facteurs de risque. Fait que, souvent, c'est une trop longue exposition au soleil. Il y a aussi fumer, pas avoir des bonnes habitudes de vie qui font en sorte que on est plus fatigué, qu'on est plus à risque. Mais on n'a pas de cause précise, en fait, sur la sclérose en plaques. Puis souvent, on ne sait pas trop comment diagnostiquer ça, si on veut, là, parce que les symptômes sont vraiment inconnus, imprévisibles, variables. Fait que, des fois, c'est juste des migraines, des fois, c'est juste un trouble de vision, parce que la sclérose en plaques s'attaque aussi aux nerfs oculaires, fait qu'on ne sait pas, finalement. C'est pas une maladie qui vient avec l'âge ou qu'on ne peut pas prévoir avec l'âge? Bien, en fait, c'est que c'est ta myéline qui s'assèche dans ton cerveau. Fait que des fois, ça peut être juste de la fatigue, ça peut être justement quand on a trop fumé. Ça peut vraiment avoir un lien avec les facteurs de risque, finalement. Mais il n'y a rien qui cause ça en particulier. C'est vraiment ta myéline qui, à un certain moment, elle décide de comme, moi, je fonctionne plus. Fait que ton influx nerveux se transmet vraiment moins bien. Fait que ça fait en sorte que ça s'attaque à ton corps, en général. OK. Puis, c'est quoi les statistiques par rapport à ça? Combien de personnes peuvent être touchées à ça? Oui, les statistiques. Il y a une personne sur 385 au Canada, en fait, qui a un diagnostic de sclérose en plaques. Souvent, c'est les adultes qui sont âgés entre 20 et 49 ans qui sont diagnostiqués. Fait que, on peut avoir des diagnostics après aussi, là, mais principalement, c'est cette tranche d'âge-là. Sinon, le Canada est aussi considéré comme la place où il y a un plus haut taux de sclérose en plaques. Ah oui, OK. Oui. Quand même, c'est un peu, ça fait peur un peu quand même. C'est un peu inquiétant à savoir pourquoi ça. Ici, il y en a plus qu'ailleurs, c'est bizarre. C'est ça, je sais pas. OK. Puis, sinon, il y a 5 personnes sur 10, donc une personne sur 2 finalement, si on réduit cette fraction, qui considèrent que leur bien-être émotionnel, c'est ce qui a le plus de répercussions, en fait, de la sclérose en plaques sur leur vie. OK. Donc, ça affecte vraiment à ce niveau-là. Oui, c'est ça. Vie, autant comme les relations interpersonnelles, puis les loisirs, puis comme tout ça. OK. Si les gens ont des questionnements par rapport à ça, y a-t-il un numéro, un endroit où est-ce que les gens peuvent appeler pour ça? Bien, c'est sûr que je conseille le site de la Société canadienne de la sclérose en plaques, en fait, parce que c'est le site officiel. Puis c'est là-dessus que moi, je me suis basée pour trouver la plupart de mes renseignements. C'est vraiment un site qui est à jour, qui est officiel. Puis sinon, il y a une clinique à Québec qui s'appelle l'IRDPQ. Donc, c'est une clinique neuromusculaire à Québec. Fait que c'est celle qui est la plus près d'ici, finalement, là, où les gens peuvent se rendre avec une référence, bien sûr, d'un médecin pour avoir plus de renseignements puis un suivi plus développé en sclérose en plaques. OK. Et toi, tu as eu à faire un exposé dans l'ordre de ton cours, justement, par rapport à ce sujet-là. Tu nous parlais de la façon que tu as préparé ton exposé? C'est bon. En fait, c'était mon premier cours au cégep, dans mon cours qui s'appelle Intervention en déficit physique et troubles et déficits neurologiques. Fait que il fallait qu'on fasse comme une petite approche aussi pour se mettre dans le vif du sujet. Puis, on est en équipe, puis mon professeur nous a donné le sujet de la sclérose en plaques, puis ça tombe bien parce que je connais ça quand même un peu. Fait qu'on a préparé une affiche, on a fait une recherche justement sur certains critères que le professeur voulait qu'on ait. Puis, on s'est basé sur le site de la Société canadienne de la sclérose en plaques pour faire justement notre petite recherche qu'on a présentée ensuite au groupe. Est-ce que c'était avant ta campagne de financement ou après? Après. OK. Fait que ça a quand même bien à donner. Ça, c'est un beau hasard. Quand même, oui. OK. Mais c'est ça, j'étais déjà comme accrochée à la sclérose en plaques à cause de ma mère. Puis c'est ça, fait que là, tout ça a fait un beau tout. Puis voilà. Bien, merci beaucoup, Émilie. Merci à toi. C'est l'histoire d'un couple sans enfants qui se font approcher par le beau-frère de la dame pour assumer la conciergerie dans un immeuble à logement de Témiscouata. Puis elle est jouée par la troupe à Uzeb. Ils sont 5 femmes dans la troupe de théâtre.
C'est le 22 février à 20h à la salle Réfrigération à l'édifice communautaire Alcide Ouellette. C'est 15 $ par billet, puis il y a des billets en vente ici à la municipalité, au Gaz-Bar Multiservice à Saint-Cyprien aussi, puis auprès des membres de la table d'harmonisation des aînés. Ça fait la 2e année que la table d'harmonisation participe pour faire venir une pièce de théâtre. On organise le marché de Noël. Ensuite, il y a le métier. On a 2 métiers pour faire des napperons, faire des linges à vaisselle. Et on fait quelquefois, quand on a une disponibilité, pour le Castel, on va faire une rencontre avec les pensionnaires du Castel. Aussi, on organise le souper de la femme. C'est notre 3e année. Cette année, c'est le 7 de mars. Le coût du billet est à 25 $, mais le menu est complet. On a un potage, terrine et salade verte, méchoui au bœuf, du bœuf à la ferme, puis des choux à la crème avec coulis au sucre à crème. C'est pour célébrer la journée de la femme, en fait. On essaie de faire ça la journée avant ou la journée après, si ça peut pas être la journée même. Okay. Puis toutes les femmes sont les bienvenues. Puis en soirée, on va mettre de la musique. Puis même les hommes sont les bienvenus à venir célébrer la journée de la femme avec nous s'ils veulent. La table d'harmonisation, c'est des aînés qui organisent des activités pour les aînés, pour répondre à leurs besoins et leurs intérêts. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on ne demande pas aux aînés de venir nous voir, on va vers eux, on fait les activités dans leur milieu, puis si ça les intéresse, ben, ils participent. La municipalité, depuis quelques années, municipalité amie des aînés, donc c'est important pour nous de divertir les aînés, de les sortir de la solitude aussi, là, beaucoup, parce qu'on sait que ça peut arriver, donc on fait notre possible. C'est maintenant la fin de l'émission. J'espère que vous avez aimé le reportage qu'on vous a présenté. C'est maintenant la fin de l'émission. J'espère que vous avez aimé le reportage qu'on vous a présenté. Donc, moi, sur ça, je vous souhaite une très belle semaine. J'espère que vous allez en profiter. Sortez dehors, allez faire de la raquette. Profitez-en quand il y a des belles journées comme aujourd'hui. C'est vraiment super. C'est sûr qu'il fait un peu froid, mais c'est tellement beau dans la nature. Allez marcher, c'est vraiment beau. Profitez-en. Donc, sur ce, encore une fois, consultez notre site Internet, notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, mettez-nous des petits commentaires, mettez-nous des petits pouces si jamais vous aimez les vidéos sur YouTube. Et sur ce, on se revoit la semaine prochaine pour une autre édition des Infos TCBH. Salut tout le monde!